Bienvenue à cette nouvelle édition de mon Ciné Balado. Cette semaine, on vous amène à la chasse avec la contemplation du mystère et sur une planète de sable avec le film tant attendu de Denis Villeneuve, Dune. Bonjour Jean-François! Salut Patrick! On doit avouer qu'on est assez fébrile parce que là, on fait l'enregistrement directement après avoir vu le fameux Dune, tant entendu de Denis Villeneuve. Et on a bien hâte de vous en parler. Ouais, on va se coucher un petit peu plus tard que prévu. Cela dit, on y viendra, ça a des avantages d'avoir fait ça le jeudi soir plutôt que jeudi matin. Il y a plein de bandes annonces qui ont été dévoilées aujourd'hui, fait qu'on va pouvoir aborder ça. Tout à fait. Alors, quand même, pas une grande semaine en termes d'actualité cinématographique, mais il y a quand même certaines nouvelles qui touchent pas nécessairement le grand public, qui touchent plus vraiment le milieu de l'industrie du cinéma. C'est qu'une fameuse grève qui a été avortée et ça aurait pu vraiment retarder beaucoup de tournages. Oui, en effet, c'est une grève des tous les employés techniques du milieu du cinéma, là, les cadreurs, les constructeurs de décors, des costumiers, des maquilleurs. C'est sûr que dans leur demande, il y avait des augmentations salariales, mais beaucoup de respect pour les conditions de travail puis les temps de repos. Parce que, tu sais, quand on pense aux acteurs, aux réalisateurs, on se dit, le tournage, ça dure 3-4 semaines, c'est super intense, ça dure 12-13 heures par jour, mais après, c'est fini. Mais pas ceux qui travaillent des décors. Eux, ils font ça à l'année longue, fait que c'est une espèce de conditions de pression puis un peu invivable. Ça devenait trop. Fait que là, est-ce que ça va changer complètement? Je pense pas, là, mais c'est une entente de principe, là, ça reste à être signé, accepté, ouais, c'est ça, ratifié et tout, mais ça a évité, une grève qui aurait pu paralyser le système, comme tu as dit. La dernière fois qu'il y avait eu une bonne grève, je sais pas si tu t'en souviens, c'était 2007-2008, puis c'était au niveau des scénaristes. Des scénaristes, exactement. Puis ça avait posé conflit. Je me souviens, dans le temps, moi, j'écoutais Lost, puis il y avait eu plein de séries comme ça là, qui avaient tronqué des épisodes plusieurs semaines. On dit que ça avait coûté à peu près 2 milliards US en perte là, pour les États-Unis et le box-office. Ben écoute, ça doit être l'économie principale en Californie ou sinon vraiment une des majeures. Écoute, quand Hollywood arrête, tout arrête là, à Los Angeles, là, donc tout tourne alentour de ça, puis ça a des impacts évidemment un peu partout aux États-Unis parce que les tournages ont lieu partout aux États-Unis, mais au Canada aussi. Donc, on sait à Vancouver, Montréal, et on accueille beaucoup de tournages. Donc, puis Hollywood, honnêtement, je pense qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Je veux dire, ils essayent de surmonter, évidemment, toutes les péripéties des dernières 2 années là, avec la COVID et tout ça. On essaie de repartir les films, la machine et le box-office et tout ça. Donc, imagine si on aurait arrêté pendant 6 mois, 8 mois, ça aurait été catastrophique. Là. Ouais, non, c'est sûr. Fait que, comme on dit, c'est pas tant ce qui s'est passé que ce qui s'est pas passé cette semaine, mais tant mieux pour eux et pour tout ce monde-là. J'avais vu, moi, depuis un temps, là, sur des réseaux sociaux, sur Instagram, je suis encore des comptes là, de gens qui racontent ouvertement leurs histoires terribles qui se passent sur les plateaux là, d'abus, puis de... pas nécessairement d'abus physiques, mais tu sais, disons, de pouvoir, puis de supériorité et tout. Là. Fait que c'est assez... Non, c'est pas un environnement qui est très sain. Je pense que ça peut tomber toxique assez rapidement parce qu'il y a tellement de pression sur le réalisateur, sur les producteurs, sur tous ceux qui sont impliqués dans différents départements et je pense que ça va de haut en bas. Donc, c'est évidemment, si quelqu'un a une personnalité moindrement difficile et tout ça, là, puis je pense que c'est des choses qui s'acceptaient avant, mais on voit dans cette mouvance-là depuis quelques années là, que tous ces abus-là sont maintenant dénoncés ou plus tolérés, ou du moins les gens veulent des changements. Donc, ça va être à suivre. Ouais, espérons que tout aille pour le mieux. Et en parlant justement de report et de changement de date, quand même une grosse nouvelle. Laisser tomber comme quoi les dominos tombaient, si on veut. Ben là, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui motive un peu cette décision-là. Shang-Chi, quand même, était un bon succès au box-office, mais évidemment pas des chiffres d'avant la pandémie. Et là, il y a les Eternals qui s'en viennent dans quelques semaines. Donc, est-ce que Disney sont un peu frileux pour 2022? En même temps, je pense qu'ils étaient très ambitieux avec l'annonce de 4 films Marvel, 4 films de super-héros, sans compter ceux de leurs concurrents rivales DC et Warner aussi. Donc, Marvel a décidé
de repousser de quelques mois leur sortie, dont le premier qui était Doctor Strange, qui devait voir sur les écrans au mois de mars. On l'a repoussé au mois de mai. En fait, qui est une date traditionnelle parce que ça va avec le Free Comic Book Day, le premier samedi du mois de mai, qui est comme une espèce de tradition dans l'univers des geeks. Là, on célèbre l'univers de la bande dessinée du comic book. Moi, je pensais que c'était juste le début de la saison du blockbuster estival, non, mais c'est vraiment une lié pierre deux coups. Si on regarde vraiment, il y a toujours un film de super-héros le premier samedi du mois de mai depuis qu'ils ont commencé ou presque. Et donc ça a un impact évidemment sur tout le reste du calendrier 2022. Alors donc Thor qui devait sortir au mois de mai est repoussé au mois de juillet. Et ensuite, c'est Black Panther qui va être sur les écrans au mois de novembre. Et The Marvels, donc qui est la suite de Captain Marvel, va être sur les écrans, va sortir en 2023 seulement. Donc, et je pense que cette annonce-là est survenue, on va en reparler dans quelques instants, mais quand même avec l'annonce, en fait, le dévoilement d'une bande-annonce d'un film assez attendu au mois de mars. Là. Fait que là, on a eu un gros choc de titans, donc ils ont peut-être préféré laisser la place à d'autres. Mais à mentionner quand même dans ce chambardement de calendrier de Disney, moi, c'est un film que j'attendais depuis à peu près... c'est une dizaine d'années que ça circule officiellement depuis 4-5 ans. C'est le fameux 5e Indiana Jones avec Papa Harrison Ford là, qui, écoute, heureusement, le tournage va être fini, mais qui est repoussé. En fait, la date de sortie est repoussée d'un an en 2023 au lieu de 2022. Là, le tournage est sur sa fin. Je pense qu'il reste quelques semaines. Mais écoute, ils ne peuvent pas nous faire ça là, trop longtemps. Là. Mon cœur ne pourra pas le supporter. Il faut qu'on ait la chance de voir Indiana Jones. Et surtout, le risque, moi, je me dis, écoute, Harrison Ford a quand même 79-80. Ouais, il faudrait qu'il soit là pour la première. Ça le risque est quand même là qu'il se passe quelque chose, bien qu'il est en super santé, là, on le voit, là, mais quand même, c'est un peu risqué. En tout cas, bref, on verra, on se croise les doigts, tout se passe bien. Pour toi, le prochain Indiana Jones, ça va-tu être le 5 ou le 4? Est-ce que tu considères que celui avec les extraterrestres a existé? Écoute, je l'accepte. Un moyen Indiana Jones est quand même meilleur que la plupart de tout ce qui se fait. Donc, non, j'ai quand même pris un plaisir, même si c'est pas parfait. J'ai quand même eu un certain plaisir. Je sais que c'est par nostalgie, donc je suis pas impartial, mais de revoir le personnage, de entendre la musique et tout ça, ça a provoqué quand même quelques émotions. Et j'ose espérer qu'on va peut-être arriver à un meilleur résultat, justement, que le Royaume du Crâne de Cristal. Là, donc, si Harrison Ford a survécu à une explosion nucléaire dans un frigidaire, il va être là pour la sortie du 5, là, c'est sûr. Tout est possible. Fait que justement, là, les fameux super-héros du mois de mars, c'est le compétiteur direct, le DC avec sous la bannière Warner Brothers. Écoute, ça aurait fait aussi fort que Godzilla contre King Kong. Là, c'était, en fait, je pense que c'était même pas un match-up parce que, j'ai peut-être ça, Disney aussi, ils ont réagi parce que c'est quand même Batman qui est le plus gros super-héros de DC vis-à-vis Doctor Strange. Tu sais, quand même si le nom Marvel et tout ça est très, très fort, mais quand même... Puis je pense qu'aussi, au final, c'est une guerre que les deux se seraient nuits. Là. Si Batman, tu sais, de Batman, là, on y vient, là, la nouvelle vision de Batman, puis qui aurait sorti une semaine avant l'autre, c'est ça, les deux se cannibalisent comme des ventes, parce que c'est pas tout le monde qui va être si fan. Ou les fans vont aller voir un ou l'autre, mais l'espèce de monsieur, madame, tout le monde va choisir, fait que c'est juste une nuisance l'un pour l'autre, finalement. Là. Fait que cela dit, il y avait eu une pré-bande-annonce il y a quelques mois, peut-être cet été. Ouais, très cryptique, par exemple. On voyait pas grand-chose, là. Mais, et qui avait fait aussi je sais pas si on va dire la manchette, parce que c'est une toune de Nirvana qui était reprise. C'est le classique là, de bande-annonce, là, c'est de reprendre une toune cool de jukebox, la remodifier un peu, puis balancer ça direct dans les sentiments. Fait que là, dans la bande-annonce longue, on a laissé tomber ça. C'est vraiment plus une musique orchestrale. Là. Il y a un petit clin d'œil là, au début. Moi, je trouve ça ambitieux. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est Robert Pattinson qui va jouer le Batman. Un choix qui avait quand même beaucoup jasé sur la toile quand c'est annoncé. Chaque Batman fait jaser, en fait. Là. Ouais, c'est clair. Fait qu'il faut donner ça. Mais je suis d'accord, ça, j'ai hâte de voir. Il va être comme plus jeune. Batman est encore plus sombre que jamais. À chaque version, on disait que celle de Nolan était très sombre. Ben là, elle est dans l'ombre complètement. C'est Matt Reeves qui est à la réalisation. Lui qui avait fait les deux derniers Planète des Singes et Cloverfield là, en 2009 peut-être. Là, moi, c'est la trilogie Planète des Singes, je trouve que c'est vraiment un petit bijou de film de science-fiction. Et Cloverfield,
Je sais que c'est un film qui divise, qui avait polarisé beaucoup, mais ça avait été une des grandes expériences cinématographiques que j'avais vues en salle. Ça m'avait vraiment shaké. Pas tant que j'avais eu peur, mais l'ambiance. On était encore proche de 2001 et tout ça. Donc, de se retrouver dans un New York complètement détruit, là, c'était fou. Donc, c'était... Fait que je suis très curieux, je suis très content du choix. Un peu comme Christopher Nolan, on va chercher quand même quelqu'un qui a une feuille de route, un réalisateur intelligent, qui fait des films intelligents et non juste un technicien d'effets visuels. Là. Ouais, exact. Puis, ce qu'on remarque aussi, là, ce que je trouve audacieux, c'est pas tant Robert Pattinson, c'est qu'il semble avoir 2 vilains. Beaucoup de monde. Un pingouin joué par Colin Farrell, puis... Méconnaissable. Ouais, non, tout à fait. Puis le Sphinx, le Riddler, lui, par Paul Dano. Et il y a en plus la femme chat, qui est Zoé Kravitz. Fait que ça fait beaucoup de monde. Fait qu'on peut s'attendre, d'après moi, à un film de 2h30 et plus traditionnel. Puis j'espère juste qu'il va pas... s'empêtrer dans autant de personnages, si on veut, parce que souvent, si on se souvient des Spider-Man, c'est ce qui arrivait, là, c'est quand on mettait trop de vilains que là, il n'y avait plus assez de temps pour personne, puis rien fait de sens. Là. Donc, moi aussi, très curieux. En tout cas, la bande-annonce, j'ai trouvé très réussie, très invitante. On a un côté très glauque, très noir, un peu à la Seven. D'ailleurs, le film retourne vraiment aux origines policières de la série du personnage de Batman. Le greatest detective on Earth. Effectivement. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir. Et Riddler, justement, on a réussi à le moderniser parce qu'on s'avoue que c'est peut-être un des méchants les plus faibles là, de l'univers Batman. Il n'y a pas le saut de verre avec les points d'interrogation. Là. Et même, je pense que c'est un tueur en série là, de ce qu'on a pu voir un peu comme synopsis, ce qui a coulé. Donc, vraiment curieux de voir ça, cette nouvelle incarnation-là, en mois de mars. Donc, Warner, évidemment, mise beaucoup pour relancer ce personnage parce que c'est vraiment le plus lucratif de leur écurie. Ben, puis c'est certain que si ça fonctionne bien, ben on va en voir un 2 puis un 3, un peu C'est comme clair. Nolan. Là, on va lui faire quelques films jusqu'à temps que les personnages soient trop vieux. Ouais. Il y a aussi, j'ai bien aimé, il y a Jeffrey Wright, qui est le commissaire Gordon, on peut voir actuellement dans James Bond, justement. Très bon choix, effectivement, aussi. Et le casting est solide, honnêtement. Là. Si on poursuit, on aura le temps d'en reparler amplement au One March. sûr. Tu vas avoir plein de fun facts de bande dessinée et d'origine de Batman pour nous. Il y a Uncharted, que honnêtement, je m'attendais pas à voir ça. La bande-annonce pour nous est tombée aujourd'hui, là, jeudi. Ça fait longtemps qu'on en entendait parler. Je sais qu'à l'époque, c'est une série de jeux vidéo, pour ceux qui connaissent pas, sur PlayStation, je pense 2 ou 3 au départ, puis là, ça a suivi sur toutes les autres. Fait que c'est vraiment un jeu d'aventure, là, un peu à la Tomb Raider ou là, de recherche de trésors. Fait que là, c'est comme une espèce d'antépisode là, de certains jeux. Fait que ça serait la rencontre des 2 personnages principaux de Nathan Drake, qui est joué par Tom Holland, qu'on connaît pour Spider-Man là, dans les genres aventures. Et il va être flanqué de Mark Wahlberg dans le rôle de Sully, là, Victor Sullivan. Moi, j'avais vu dès qu'il avait annoncé le début du film, là, tout le monde voulait Nathan Fillion parce qu'il avait à peu près la même gueule, puis avec sa série d'espèce de western spatial. Firefly. Firefly, exactement. Que tout le monde a trouvé que ça a fini trop tôt, cette série-là. Fait que c'était lui qui était vraiment voulu. Pour l'instant, on le voit pas dans bande-annonce non plus. Moi, j'espère qu'il va y avoir un petit caméo juste subtil. Il n'y a pas besoin de faire le méchant. Pour les fans, là. Ouais, comme dans les films de Sam Raimi, Bruce Campbell, mettons, des choses comme ça. Là. Ouais, ça serait bien. Fait que ça va être le 18 février. Moi, c'est le genre de film que si le scénario est pas trop débile, ça va être vraiment plaisant. Si tout est trop clair puis convenu, ça va être un peu décevant. Là. C'est Ruben Fleischer qui le réalise, qui capable a fait... du bon comme du mauvais. Exactement, parce que jugez-en pour vous-même. Mais les 2 Zombieland, en fait. Très efficace. Le premier Venom, puis Gangster Squad, qui avait passé un peu sous le radar. Fait que c'est ça. C'est justement, comme je dis, c'est des réalisations efficaces, mais pas toujours les scénarios les plus glorieux. Mais en tout cas, moi, je suis curieux de voir Tom Holland dans une nouvelle franchise. Je suis content pour lui aussi parce que c'est ça le piège quand tu as un rôle aussi connu comme Spider-Man. Souvent, tu restes prisonnier de ça. Donc là, ça permet peut-être de voir autre chose aussi, d'amener autre chose sur les écrans. Mais en tout cas, c'est une bande-annonce autant voltige. Il y a beaucoup d'action, de l'humour aussi, évidemment. Fait que, puis ici, la vieille trame remise au goût du jour, c'est Led Zeppelin. Ah ouais, c'est vraiment un classique.
Et finalement, dernière bande-annonce pour cette semaine, c'est Au revoir le bonheur. Même chose, comme c'est la coutume, on avait eu une pré-bande-annonce il y a quelques temps, mais là, la totale, ça sort à mi-décembre. C'est comme une espèce de film de Noël parfait. Ben, Film québécois pas des de Noël, là, c'est ça. Comédie dramatique. On a 4 frères joués par François Arnaud, Antoine Bertrand, Louis Morissette et Patrice Robitaille. Fait que, tu sais, toutes des belles gueules sympathiques des qu'on figures aime. populaires, c'est ça, effectivement. Qu'on Synopsis assez rapide. Leur père meurt, ils laissent un peu leur querelle de côté, puis ils lui rendent un dernier hommage en retournant aux îles de la Madeleine. Là, sachant que c'est écrit et réalisé par Ken Scott, il y a une petite vibe... la grande séduction sur les images. Et surtout, je sais pas si tu te souviens, ça c'était Louise Archambault par contre, mais il y a 2 ans, Merci pour tout avec Julie Perrault, puis c'était Lépine Blondeau. Qui ressemble un peu, là, on est un peu dans la même zone d'histoire. Ben oui, mais là, décès du père, on s'en va aux îles de la Madeleine. C'est juste que dans Merci pour tout, il y avait une espèce de gamique un peu mafia et tout, là, ce qui a vraiment pas l'air d'avoir dans celui-là, c'est beaucoup basé sur la famille et ce que j'appelle les bons sentiments. Fait que, mais ça a l'air vraiment charmant, là, hormis les comparaisons. Là, d'après moi, le film vient à se démarquer après. Là, sinon, il va être vraiment déçu quand il a vu l'autre film il y a 2 ans. Oui. C'est des fois d'un drôle d'hasard comme ça, quand les scénaristes se mettent à pondre leurs histoires. Mais écoute, ça devrait trouver son public juste à un niveau de casting. Là, je veux dire, c'est tous des chouchous des Québécois. Donc... je pense que ça devrait bien ouvrir. C'est ça. Antoine Bertrand, ça fait un petit bout qu'on l'a vu, vrai, hein. Mais Louis Morissette, il était cet été dans Le Guide de la famille parfaite. Ouais. François Arnaud, on va le voir là-dedans, mais on va le voir aussi dans Norbourg, sur l'affaire Vincent Lacroix au début 2022. Patrice Robitaille, lui, il va être aussi dans Une révision, début novembre. Fait que une grosse année cinéma pour eux, mais comme plusieurs, des fois, c'est la pandémie qui a fait que tout arrive au même moment, finalement, de distributeurs différents et autres. Là. Il y a plusieurs facteurs. Moi, je pense qu'on se garde d'une pour la fin. Fait que on va y aller avec, dans les nouveautés de cette semaine, La contemplation du mystère. C'est le premier film de Albéric Urtenesch. Ça met en vedette principalement Emmanuel Schwartz, mais aussi Sarah-Jeanne Labrosse, Gilles Renaud et François Papineau. Oui, dans un film qui porte sur la chasse, un film un peu de réalisme magique qui est quand même un peu difficile à décrire. C'est vraiment un film d'auteur, là. On se dira que c'est pas un film grand public. Un film de genre, même, comme on dit. C'est pas un genre comme horreur, mais c'est pas pour tout le monde. Ça plaira pas à tous. Moi, je le trouve très... mystérieux, fantastique un peu. Là. Ouais, disons, l'histoire rapidement, tu veux nous résumer ça? Ouais, c'est 1 an après la mort du père du personnage de Éloi, là, interprété par Emmanuel Schwartz. Il est mort d'un accident de chasse un peu tragique. Mais lui, il retourne sur les terres qu'il a héritées. Puis il y a une espèce d'étrange hommage là, rendu par ses amis chasseurs, là, tous les chasseurs du village. Puis il entend parler d'un fameux bonhomme, l'Indien, qui reviendrait à chaque saison de chasse pour venir traquer un chevreuil énigmatique là, au panache très convoité. Puis il y a une espèce de brochette de personnages tous un peu plus mystérieux ou secrets, si on veut, qu'il va côtoyer. Le scénario est assez cryptique, justement, donc ça prend vraiment son temps de mettre en place les événements. Moi, ce que j'ai apprécié, les images. C'est vraiment un beau film. Les séquences de forêt. C'est au pile poil de l'automne dans la forêt laurentienne. Tout est rouge, jaune. C'est super beau. Là. Et les comédiens sont vraiment très bons aussi. Sans être une grande histoire, ils sont très efficaces. Emmanuel Schwartz, c'est parfait comme le parfait citadin montréalais, on présume, là, qui se retrouve c'est ça, lui, plongé dans la région, qui perd ses repères un peu. Là. Puis c'est, puis mentionnons-le, c'est intéressant, c'est beaucoup de la chasse à l'arc. Fait que c'est pas un film de fusil. Tout à fait. Et puis Sarah-Jeanne Labrosse, qui est intéressante dans un contre-emploi, parce que c'est vraiment comme une espèce de chasseuse un peu aguerrie, mais son personnage, peut-être une petite faiblesse du film, c'est que son personnage n'est pas super bien développé. Il est très froid et solitaire. Ouais. Fait que ça donne que tu t'attaches pas du tout à elle. C'est comme drôle aussi que c'est comme une fille qui se retrouve là, puis il n'y a pas trop d'explications, puis qu'est-ce qui la pousse vers la chasse à aimer ça. Tout ça est vraiment évacué. C'est la fille d'un des chasseurs, mais elle n'a pas l'air tant proche de son père. Non, effectivement. Voilà. Cela dit, moi, je dois avouer que j'ai bien aimé. Ça m'a rappelé un peu, je sais pas si tu avais vu là, en 2002, Le Marais, qui était comme le premier film de Kim Nguyen.
Puis c'est pas autant comme un conte puis théâtral là, pour ceux qui l'avaient vu à l'époque. Puis c'est pas aussi bleuté, vert dans la coloration. Justement, on l'a dit, c'est beaucoup plus des couleurs chaudes. Mais ouais, l'espèce de mystère forestier, là. Je sais pas si c'est un genre qui existe, là. Mais je me suis bien senti dans le rôle d'Emmanuel. Ouais. Parce que il est un peu confus dans tout ce qui se passe, comme nous, parce que c'est lui qui arrive de l'extérieur puis qui comprend pas un peu les espèces de rituels. Est-ce que puis tu qui se passe, souffres là, autant là? d'anxiété que son personnage? Non, Ok. non, ça va très bien. Non, j'ai pas à m'auto-médicamenter, là. Ça se passe bien. Enfin, moi, ce que j'aurais aimé avec le sujet que le réalisateur scénariste nous propose, un peu plus de folie. Moi, je pense que ce que je peux juste mettre une petite réserve, c'est que c'est très propre dans sa mise en scène, dans ses cadrages, dans son traitement. Tu sais, c'est pas que c'est un film qui est plate, loin de là. Là. C'est quand même, il y a des choses intéressantes, les personnages, mais avec ce sujet-là, ça a été le fun qu'ils en mettent quelque chose d'un peu plus éclaté. Je pense, disons ça comme ça. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je m'attendais à que le feu prenne un peu plus, mettons, mais il y avait une bonne chaleur cependant dans cette métaphore de feu de forêt. Mais si vous aimez vos films québécois, que vous êtes un inconditionnel, puis que vous voulez chercher quelque chose d'un peu plus différent, peut-être que des films commerciaux là, au plus grand public, ben ce film-là, je pense, va être pour vous. Si je peux me permettre un petit fun fact ornithologique. Vas-y fort. Je sais pas si tu as remarqué, dans le film, on entend parfois un petit chant d'oiseau très flûté, là, comme non, à l'arrière. Okay. J'ai pas les peut-être oreilles assez mon fines. petit côté ornithologue amateur. Ouais, là. okay. Puis, tu sais, je me dis peut-être que quelqu'un pourrait penser comme c'est un faux son, mais non, c'est un vrai oiseau. C'est une grive, là, plusieurs types de grives. Puis on entend souvent, là, il suffit d'aller en camping, là, pas besoin d'être au fond du bois. Puis ouais, c'est un chant très flûté. On dirait qu'il y a comme du reverb dans le chant d'oiseau. Je trouve ça fascinant. Puis il l'avait à quelques fois, à quelques occasions. Puis je trouvais que c'était très propice, comme d'avoir mis le cri de cet oiseau-là plutôt qu'une corneille ou une mésange, mettons. Ouais, OK. Donc, c'est pour du bon travail de direction de sonore aussi, ouais, là, c'est ça. Peut-être que je mettrais un son de grive au montage. Je sais pas si je vais me laisser influencer. Ah! Bon, les gros morceaux? Ben oui, allons-y avec le film que tout le monde jase depuis un peu plus d'une année, la fameuse adaptation du roman de Frank Herbert de Dune, film qu'on disait incapable d'être adapté au cinéma. Beaucoup de réalisateurs se sont essayés. Il y en a un qui a réussi à le tourner, qui s'est cassé la gueule royalement. C'est évidemment le cinéaste de culte David Lynch, qui, on s'entend que c'est pas non plus un scénariste très commercial à la base, mais il s'est essayé. Et ce qui est plus drôle, c'est que dans son film date de 1984, en lisant un peu, c'est que lui, il n'avait jamais lu le roman lorsqu'il avait accepté le projet et il n'aime pas la science-fiction. Fait que me semble, c'est comme deux grosses prises en partant. Ouais, là, c'est une recette pour de la catastrophe, là, c'est certain. Vraiment. Donc, son film de 1984 est à peu près universellement décrié comme vraiment un navet. Auparavant, il y avait eu Alejandro Jodorowsky, lui aussi assez iconoclaste. Maintenant, un scénariste quand même de bande dessinée très réputé. Il n'a jamais réussi à l'adapter. Jodorowsky, si j'ai bien compris, c'est qu'il est quand même quelqu'un... je dis avec tout respect, mais d'assez ingérable. Aussi. Fait qu'au niveau du budget, ça monte constamment, puis tu peux pas cadrer ça. Là. Effectivement, écoute, c'était rendu un film de 14 heures avec un budget pas possible, avec un casting complètement loufoque. D'ailleurs, si vous voulez voir, vous avez trippé Dune puis vous voulez en connaître plus, il y a un excellent documentaire sur cette production-là qu'il n'y a jamais eu. C'est sorti il y a quelques années, donc allez voir ça, le Dune de Jodorowsky. C'est ça, Jodorowsky's Dune, là, ouais, Dune, quelque chose comme ça. Donc, ça vaut vraiment la peine, c'est savoureux. Mais de ça est quand même né Alien, parce que beaucoup d'artistes, de concepteurs visuels et tout ça, qui avaient travaillé avec Jodorowsky, ont passé finalement. Don Geiger et tout ça, Dan O'Bannon. Jodorowsky, c'était avant... Lynch, oui. Avant Lynch. Ah, okay. C'est dans les années 70, donc ça a été le premier à acquérir les droits du roman. Et ensuite, le projet est passé aux mains de Ridley Scott, évidemment, suite à son Alien. Il s'est essayé pendant une année ou deux à écrire le scénario avec différents scénaristes, mais ils n'arrivaient pas à trouver le bon angle. Donc, est arrivé Lynch, évidemment, avec la catastrophe qu'on s'ensuit. Donc, ça a pris quand même beaucoup d'années avant de pouvoir enfin porter Dune au grand écran. Il y a eu une mini-série adaptée à la télévision tournant dans les années 2000 qui avait été quand même bien accueillie là, par les fans et
critique. Mais évidemment, pour la télé, surtout à cette époque-là, Moins de budget, c'est une question de budget. Les effets visuels étaient loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Filmé Donc, dans un pit de sable ou... non, Pas à peu près genre. je l'ai pas vu, je vais pas dénigrer. Donc, ouais, j'ai jamais vu moi non plus. Et disons que quand j'ai vu Dune en 1984, ça m'a mis pas mal de frein à mon élan envers cette série-là que je trouvais tellement plate. Donc, j'étais quand même curieux de voir ce que Denis Villeneuve était pour faire lorsque ça a été annoncé qu'il sortait enfin une adaptation de ce roman-là, qui date de 1965 quand même, qui a influencé beaucoup la science-fiction, quand même beaucoup de George Lucas, de Star Wars, certains thèmes, certains paysages évidemment qu'on retrouve dans son premier film. Et Dune, qu'est-ce que ça raconte pour ceux qui connaissent peut-être pas un peu l'histoire? C'est une grande fresque galactique sur fond de guerre familiale, donc de royaume. De clans. De clans, c'est ça. Donc on est très près. Probablement Herbert s'est inspiré aussi de toutes les guerres d'Europe et tout ça entre les rois et les différents royaumes. Et donc, tout ça, au cœur de ce conflit-là, il y a une planète, la planète Arrakis, qu'on surnomme Dune, une planète de sable qui a une ressource naturelle, une espèce d'épice aux propriétés surnaturelles. Alors, ceux qui contrôlent évidemment l'épice possède un grand pouvoir puis qui est dans en fait l'univers. Utilisé à titre de carburant. Oui, ça permet le voyage intersidéral, intergalactique. Je ne sais pas trop comment le nommer. On se mentira pas que, comme souvent dans la science-fiction, il y a des parallèles à faire avec le monde contemporain. Oui, le lien avec le pétrole et le Moyen-Orient est très évident. Mais aussi, l'épice, lorsqu'elle est consommée par certains, ça permet de prolonger la longévité, mais aussi d'élargir la conscience et les connaissances et tout ça. Et c'est ce qui arrive avec notre personnage au cœur de cette intrigue-là, qui s'appelle Paul Atreides, qui est un peu l'ère du royaume Atreides. Et c'est cette famille-là qui hérite finalement la gestion de cette planète-là. Mais évidemment, c'est un guet-apens créé par l'empereur galactique et ses alliés, les Harkonnen, donc qui sont les ennemis jurés de la maison Atreides. Et Paul va être amené finalement à assumer un peu un rôle de messie auprès des habitants de Dune, donc les Freemen, les habitants des sables, et il va forger une alliance avec eux pour finalement défaire l'Empire, l'Empereur, et évidemment l'intrigue se passe sur plusieurs romans, plusieurs générations, parce que c'est une grande saga quand même là, de romans à la base. Ouais, c'est ça qui a été repris par le fils de Frank Oui, Herbert. C'est ça, au décès de Frank Herbert, donc c'est son fils et un autre scénariste, Kevin G. Anderson, qui ont poursuivi, écoute, là, je pense que la série a une vingtaine de romans maintenant, là, donc c'est assez hallucinant, qui explore toutes les facettes de cet univers-là. Mais le film de notre cher Denis, lui, ne se rend pas aussi loin que ça, justement. Il a su convaincre pour faire l'histoire en plus de volets. Écoute, c'est ça l'affaire. Le défi, c'est que c'est une bonne brique, le premier roman, donc ne faire qu'un film, on l'a vu avec David Lynch, c'est impossible. Donc, il a réussi à convaincre le studio Warner de peut-être faire 2 films. Et là, on espère que le premier rapportera assez d'argent au box-office pour lui permettre d'achever cette œuvre-là, parce que le studio s'était pas commis encore pour les 2 films. Ils ont comme accepté qu'ils coupent le scénario sans promettre que le deuxième aurait lieu. Là, on n'a pas reçu d'infolette ou quoi que ce soit qui disait « Ok, c'est officiel, il y a le go ». C'est sûr, comme vous en avez parlé il y a quelques semaines, le film a pris l'affiche déjà en Europe. Il y avait des bons chiffres pour ce qui est quand même un film de genre. C'est une grosse production de 165 millions de dollars, mais ça reste une science-fiction un peu plus lente. Il y a quand même beaucoup d'action dedans, mais c'est pas Star Wars non plus. Non, là. on est vraiment... Moi, je peux faire une comparaison. C'est Trône de fer dans l'espace. Game of Thrones, on est vraiment dans ce type-là. C'est quand même très sérieux, très dense aussi comme histoire. Là. Il y a beaucoup de stock, beaucoup de matière. Fait attendez pas à avoir un film Gardien de la Galaxie. Là. On est vraiment ailleurs. C'est ça. D'ailleurs, juste au niveau de la musique, c'est pas la même... on s'en parlait après. Pas la même ambiance. C'est Hans Zimmer qui fait la musique. Puis c'est super. C'est très présent, mais au début, ça en est quasiment agressant. T'sais. Fait que c'est pas le genre de trame sonore comme ça que je vais m'acheter en vinyle puis je vais écouter le dimanche matin avec un petit café. Là. Je pense pas. Je vais grincer des dents un peu. Mais dans le film, c'est percutant. L'ambiance que crée la musique, elle est incroyable. Et Hans Zimmer, qui était vraiment un grand fan de Dune, et d'ailleurs, il avait passé l'occasion de composer la musique pour Tenet de Christopher Nolan, parce que Hans Zimmer a pratiquement collaboré avec Nolan depuis le début de sa carrière, et il a préféré finalement recevoir l'invitation de Denis Villeneuve. Mais aussi, la grande force du film, c'est
vraiment son casting. Là, évidemment, Denis Villeneuve, suite à ses films The Arrival, Blade Runner, je pense qu'Hollywood a atteint un statut de réalisateur de grande réputation, qui fait des films très fiables, de très bons films, qui s'est tiré de bonnes prestations aussi de ses comédiens. On pense à Prisoners, à Sicario. Donc là, je pense qu'il peut à peu près avoir tout le monde qu'il voudrait avoir. Et écoute, il y a un casting juste incroyable. Là. On parle de Timothée Chalamet dans le rôle de... L'acteur, la jeune coqueluche. Ouais, vraiment, Hollywood, mais on comprend. Il a vraiment une belle gueule, puis il est bon comédien, donc dans le rôle principal de Paul Atreides. Écoute, on a quand même Aquaman, Jason Momoa, on a Poe Dameron, Isaac Oscar, on a Oscar Isaac, je me suis trompé. Zendaya, donc Mary Jane de Spider-Man. Donc, les plus pas mal quand même dans les films. Ouais, ben en fait, c'est plutôt que toutes ces jeunes vedettes-là aux belles gueules sont bien jeunes. Oscar Isaac n'est pas si jeune, là, mais... On a même Stellan Skarsgård qui joue Eric Selvig dans les Marvel. C'est vrai. Puis t'as-tu... Josh Brolin qui est dans les Deadpool. Thanos, oui, Cable et Thanos. Oui, tout à fait. Mais vraiment, moi, mon coup de cœur, et c'est une comédienne que j'adore depuis que j'ai découvert dans une des Missions Impossibles, je pense que c'était Ghost Protocol, Rebecca Ferguson. Écoute, elle a un charisme, elle crève l'écran, c'est une belle femme et elle est toujours bonne dans tout ce qu'elle joue. Dans l'émission Impossible, c'est l'espèce d'agente secrète rivale à Tom Cruise. Et puis, c'est peut-être la meilleure chose aussi qui était dans le film Doctor Sleep, la suite de Shining, qui était sortie il y a quelques années. Ouais. Donc, elle était là-dedans, jouait une méchante. Donc, elle joue la mère de Paul, donc de Timothée. Et elle joue une espèce de guerrière nonne avec des pouvoirs un peu télépathiques. En tout cas, bref, fait partie d'une espèce de secte religieuse qui manipule un peu l'empereur ou en tout cas la destinée de la galaxie. Donc, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais elle est vraiment très bonne. Oui, absolument. Puis d'autant plus qu'elle est plus présente que je pensais. Oui. Parce qu'à voir le générique, on se disait, ah ben là, c'est les gros monsieur musclés, on va les voir pas mal. Puis non, c'est beaucoup, en tout cas dans ce premier volet, Paul est beaucoup avec sa mère, fait qu'on les voit principalement ces deux-là ensemble. C'est ça, le film, cela dit, ben, en fait, le seul défaut, c'est que quand il finit, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Oui. Puis là, comme il semblerait que les rumeurs voudraient qu'il y ait le OK pour continuer, j'imagine que la deuxième partie, le scénario de la deuxième partie est écrit, mais là, le tournage n'est pas commencé et tout, fait que quand même peut-être prendre 2 ans avant qu'on voit ça au cinéma. Va falloir être patient, effectivement. Mais écoutez, savourez, allez voir vraiment le film sur les grands écrans. C'est le film qu'il faut voir au cinéma. C'est vraiment ouais. Si vous voulez le voir, c'est sur grand écran. Si vous écoutez ça chez vous sur une télé 40 pouces, vous allez juste être déçus. Ah oui. Écoute, l'ambiance, tu l'as parlé tout à l'heure, la musique, mais tout le visuel, la direction photo, les paysages et mention aussi, moi j'ai vraiment aimé la conception visuelle, la direction artistique, les espèces d'hélicoptères en forme de sauterelles. Libellule sauterelle un peu. C'est ça, je trouvais ça vraiment génial. Et d'ailleurs, c'est un Québécois, Patrice Vermette, qui est un fidèle collaborateur de Villeneuve et avant ça de Jean-Marc Vallée, qui lui aussi a réussi à faire sa marque à Hollywood. Et on a jasé en sortant de la salle de cinéma, mais j'ai eu la même pensée que toi en regardant le film, d'avoir cette pensée-là, de dire « Hey, crime quand même, c'est un Québécois, un gars de chez nous qui réalise un film de même. » Ouais, c'est ça. Comme je dis, c'est pas pour dire qu'on est né pour un petit pain et qu'on peut rien faire, mais à un moment donné, tu sais, quand j'étais jeune, c'était James Cameron puis Michael Bay, ben ils en font encore, là, puis Bruckheimer, puis c'est comme s'il y a des explosions, puis gros, puis là, c'est le gars qui faisait la course Destination au Monde il y a 20 ans, puis là, on lui donne 165 millions, puis on dit « Ouais, fais-nous un bon film avec ça, tu sais. » C'est capoté, tu sais. Ouais, puis non seulement ça, mais il réussit à faire un excellent film, parce qu'il aurait pu se contenter de faire des Transformers, puis bon, tu sais, ça aurait été autre chose, mais depuis ses débuts, pratiquement, autant au Québec qu'il a fait quelques films marquants, mais aux États-Unis, navigue dans différents genres, mais fait des films de qualité, intelligents, et c'est bien s'entourer aussi. Et d'ailleurs, au scénario, il faut le mentionner, parce que on l'a dit dans l'entrée de jeu que le film ou les droits ou le scénario a passé à travers tellement de mains de gens de qualité qui n'ont pas réussi à le transmettre, à faire une version convaincante au cinéma, mais le scénario est très fort. Denis Villeneuve a collaboré au scénario, donc c'est un des scénaristes, et c'est quand même entouré d'Eric Roth, qui avait gagné un Oscar pour Forrest Gump,
quand même. Ok. Scénarisé The Insider, un excellent film que j'adore. Avait scénarisé aussi Curious Case of Benjamin Button, a travaillé avec David Fincher, bref, avec plein de grands réalisateurs. Et John Spates aussi, qui avait travaillé sur Prometheus avec Ridley Scott. Donc, quand même de bons noms. Donc, vraiment, attendez-vous, je le souhaite du moins, que le film va avoir plein de nominations aux Oscars, parce qu'au niveau technique, Ouais, comme c'est tu dis, une grande artistique, réussite. technique, musique, tout ça. C'est sûr qu'il y a comme trop de comédiens pour qu'un ressorte comme le meilleur acteur de soutien ou principal. Là. C'est un peu... ça serait vraiment surprenant. Mais pour l'ensemble... Fait que j'écoutais ton comment on dit ça? Non, en tout cas, ton plaidoyer un peu. Puis je sais comme, finalement, Denis Villeneuve, c'est comme notre Céline Dion, mais du cinéma, peut-être. Ben, je pense que la comparaison, elle est très, très bonne. Parce que, écoute, on s'entend avec là, en plus, le succès. Je pense que le film va avoir quand même un bon succès. Est-ce que c'est assez pour qu'il y ait une suite? On le verra, probablement dans les prochaines semaines. Mais je pense qu'il détient les clés d'Hollywood. Là, je pense que maintenant, il peut faire ce qu'il veut avec qui il veut. Ben, en fait, la semaine dernière... Non, c'est il y a 2 semaines que James Bond a pris l'affiche. Mm-hmm. Puis, tu sais, il est déjà dans les rumeurs pour faire un prochain. Là. Évidemment, le prochain James Bond n'est pas annoncé. Il n'y a pas de date. C'est sûr que si il va faire Dune 2 avant de faire un Bond, mais dans une éventuelle continuité, lui-même a déclaré qu'il aimerait s'en faire un. Puis, à voir ce que les réalisateurs que les Broccoli ont choisi pour les derniers films, des Sam Mendes ou soudainement tous les autres m'échappent. Mais c'était ben, en fait, pour nommer Sam Mendes qui avait gagné aussi. Y avait-tu eu un Oscar? Il y avait plusieurs nominations. Ouais, il avait gagné un Oscar pour American Beauty, qui était son premier film. Ok, pas Revolutionary Road? Revolutionary Road? Ça, non. Okay, je pense pas qu'il y avait eu le réalisateur non plus en 1917. Où là, je sais qu'il était en nomination aussi pour son film de ouais, mais 1917 était après qu'il ait fait le James Bond. Là, tout dit. Fait. Sauf que, ouais, c'est ça. Fait que, bref, je pense que pour eux, ça serait une très bonne personne à aller chercher. Puis encore là, ça ferait qu'il toucherait un petit peu plus action. Ben, quoi qu'il l'a fait avec Sicario, puis ouais, fait qu'il reviendrait... ça serait comme un Sicario avec 100 millions de budget de plus. Là. Ouais, puis comme pour ce qu'il avait fait pour Arrival aussi, t'as nommé Patrice Vermette, mais c'est plein de Québécois, ce film-là. Là, en arrière, tous les effets visuels, il fait ça à Montréal beaucoup et tout, fait que c'est quasiment un produit local. Donc, vous pouvez constater qu'on est assez dithyrambique. Mais la peur, la crainte, c'est de le survendre et dire tout le monde va aimer ça. Mais comme on dit, ça reste une science-fiction heureusement pas trop dense, comme on l'a pas mentionné, mais ni l'un ni l'autre, on a lu le livre, on connaît un peu l'univers et ce qui se passe. Donc très accessible, pour ça on n'a pas été exact. Du tout je ne peux pas comparer au niveau de l'adaptation, je l'ai pas lu. Mais j'ai comme très bien compris ce qu'il a fait, puis sans non plus que ça soit expliqué d'une manière un peu infantilisante. Là. C'est juste le bon ton pour que ça soit clair puis agréable. Ouais, là, c'est plus une question, est-ce que c'est le genre de film que vous aimez à la base? Si vous détestez la science-fiction et vous y allez juste pour Denis Villeneuve, ben, ça se peut que vous soyez un petit peu déçus, là, on s'entend. Mais quand même, si vous voulez juste un cinéma de grand déploiement de qualité, vous ne pouvez pas passer à côté de ça là, cet automne. Parfait. Il y a quand même d'autres sorties, on va y passer. Un peu plus discrète. Ouais, un petit peu plus rapidement. C'est sûr qu'effectivement, il n'y a pas d'autres sorties de blockbuster, comme on dit. Mais moi, il y en a un qui pique ma curiosité parce que je dois avouer que j'aime bien Julie Delpy. Ah ben justement, j'allais t'en parler. C'est My Zoé, qui est un drame réalisé et interprété par Julie Delpy. Et écrit aussi, c'est le scénario. Ah, ok, en plus, bon. Alors, c'est une scientifique récemment divorcée qui doit composer avec les complications que présente la coparentalité avec son ex, disons, toxique. Mm-hmm. Puis, s'ajoute à tout cela que découvre que leur fille est très malade. Fait que c'est une sorte de réflexion un peu sur l'amour, le deuil, puis les limites humaines et technologiques dans Mazoé, finalement, disponible dans plusieurs cinémas de la province. Il y a la comédie d'animation Ron ne va plus, si vous voulez une sortie familiale
c'est de la science-fiction finalement aussi, parce que dans Ron ne va plus, le Ron reçoit un petit robot... Les Bee-Bots qui sont bien à la mode chez les jeunes. Ça, nous autres, on est rendus trop vieux, mais honnêtement, ma fille a connu ça là, au primaire. OK, ça existe pour vrai? Ouais, c'est les petits... Ben, pas la forme nécessairement dans le film, là, mais c'est des robots qu'on peut programmer, effectivement. Ils font beaucoup de programmation maintenant au niveau primaire. Donc, moi, quand j'étais jeune, c'était un Furby. C'était pas mal moins... les Tamagotchi. C'était plus limitatif. Ouais, c'est ça. Fait que Ron, lui, son petit Bee-Bot, il y a un défaut de fabrication. Fait qu'il fonctionne pas comme il devrait. Il y a de la misère à gérer l'amitié. Ouais, parce qu'à la base, pourquoi que les jeunes ont ce robot-là en cadeau, c'est parce que ça devient un peu leur ami, finalement. Là. Donc, lui, il va recevoir ça en cadeau, mais le sien est comme un peu défectueux, finalement. Exact. Mais malgré tout, ils vont se lier d'un lien spécial et tout. Et il doit justement empêcher le fabricant de le reprendre pour l'envoyer à la casse, car il est défectueux. Alors, Ron ne va plus, ou Ron's Gone Wrong en anglais. Et il y a le drame biographique La vie extraordinaire de Louis Wayne avec Benedict Cumberbatch et Claire Foy. Quand même deux excellents comédiens. Oui, qui ont pu approuver leur valeur. C'est à la fin des années 1800, l'artiste britannique Louis Wayne commence à peindre des chats de forme un peu humaine. Fait que c'était le premier... à triper vraiment sur les chats, là, comme l'Internet est aujourd'hui rempli. Là. Les tableaux qu'on voit dans les trucs de billard, là, les chats qui jouent au billard, je sais pas trop. Peut-être que... le classique, c'est les chiens qui jouent au poker, mais là, ça doit être un autre artiste, là, peut-être qu'ils s'entendent vraiment pas. Sauf que dans son parcours, Louis Wayne, c'est qu'il a commencé à développer un peu des troubles des symptômes psychiatriques qu'on associerait à la schizophrénie. Fait que c'est un peu les prémices de tout ça. Le film, dans sa couleur et sa présentation, est très éclaté comme la peinture pour présenter que c'est un homme qui était vraiment différent, était en avant de son temps, différent de tous, mais ça reste quand même un format de biopic assez traditionnel, là. La vie extraordinaire de Louis Wayne, si vous le désirez. Et peut-être, avez-vous vu The French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson? Dites, ouais, mais pourquoi les gars, vous en parlez pas? Là? Ces posters, c'est écrit 22 octobre. Ben ça, c'est un film classique là, qui est dans une sortie limitée. Fait que là, 22 octobre, c'est juste 2-3 villes. Dès le 29, il va ouvrir un petit peu plus large, peut-être Montréal, mais sinon, c'est vraiment plus le 5 novembre là, qui va être accessible dans la province. On vous en reparlera à ce moment-là, quand nous-mêmes, on aura l'occasion de le voir. Et je pense que ça résume pas mal la c'est semaine. Ça. Sur cette note, c'est ce qui conclut cet épisode du balado. Oui, la semaine prochaine, ce sera donc l'Halloween, alors il y aura sûrement un film d'horreur au menu. Mi-horreur, il y a le prochain Edgar Wright, Une dernière nuit à Soho. Est-ce que c'est un réalisateur, toi, qui te fait capoter? Capoter, je l'aime bien. Je sais qu'il y en a des... oui. Ouais, toi, OK. Je vois que son Scott Pilgrim, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, entre autres, parmi sa filmographie. Donc, très curieux de voir son coup de clin d'œil à Hitchcock. C'est très ouais, c'est ça, parce qu'il était un petit peu horreur là, dans sa... Je me souviens plus comment il l'appelait, là, mais la trilogie de je sais plus, elle a un nom, là, avec... Shaun of the Dead, puis Shaun of the Dead était vraiment une comédie d'horreur de zombies. Là, on est plus dans le spooky, comme tu dis, Hitchcockien un peu. Moi, je trouve qu'il y a des relents de Vertigo un peu d'Hitchcock là-dedans. On vous en reparle la semaine prochaine, mes chers. Et si vous voulez nous contacter entre-temps, pour dire de votre appréciation de Dune, ou peut-être que vous n'avez pas aimé ça, ça nous fera plaisir de vous lire et de vous répondre au balado au singulier @monciné.ca. Et également, nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Merci Patrick. Merci à toi Jeff et bonne semaine, bon cinéma. Ouais, moi je vais aller prendre un café, je vais faire le montage, puis vous allez avoir le podcast en même heure que d'habitude. T'es vaillant. Ok, ciao.